This is a season when our thoughts turn to celebrations with our friends and families. In the midst of this festive period, Ce qui m'a immédiatement frappé dans cette annonce, ce n'était pas seulement son contenu, mais surtout le choc qu'elle a provoqué tant au sein qu'à l'extérieur du palais. Il ne s'agissait pas d'une simple mise à jour, ni d'une annonce administrative vouée à l'oubli après une journée de couverture médiatique. On avait le sentiment que la monarchie devait se justifier une fois de plus. Je me souviens m'être demandé pourquoi maintenant et pourquoi de cette manière. Ce sont précisément ces questions qui ont rendu cette annonce si marquante. Dès les premières secondes, il est apparu clairement que cette décision n'avait pas pour but de rassurer tout le monde, mais de donner une orientation claire. J'ai constaté la rapidité des réactions. Les médias s'en sont emparés, les commentateurs ont cherché des significations cachées et le public a instinctivement perçu qu'il y avait en jeu bien plus qu'une simple redistribution technique des tâches. Les mots étaient choisis avec soin presque cliniquement, mais les conséquences étaient lourdes d'émotions. Ce contraste rendait d'autant plus évident qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation. C'était le fruit d'un processus long et complexe qui se dévoilait désormais inévitablement. Ce qui a rendu cette annonce si perturbante à mes yeux, c'est la reconnaissance implicite que l'ancien équilibre n'était plus viable. La monarchie, qui puise si souvent sa confiance dans la continuité, admettait ici qu'un ajustement était nécessaire. Ce n'est pas un mince pas pour une institution qui a survécu pendant des siècles en retardant le changement. Je me suis demandé combien de résistances internes ont dû être surmontées avant qu'ils n'osent franchir ce pas. Le moment choisi était également révélateur. Aucune crise immédiate n'exigeait d'intervention, aucun incident ne menaçait de causer des dommages immédiats. C'est précisément pourquoi l'annonce a eu autant d'impact. Elle n'était pas née de la panique, mais d'une réflexion stratégique. Le palais semblait dire « nous choisissons maintenant avant d'y être contraints ». Cela témoigne d'une maîtrise de la situation, mais aussi de la conscience qu'attendre serait plus dangereux qu'agir. J'ai repensé aux mois précédents durant lesquels des signaux subtils s'étaient accumulés. Certains chiffres s'estompaient, d'autres se faisaient plus présents. De petits changements qui pris individuellement passaient inaperçus, mais qui ensemble dessinaient une tendance. Rétrospectivement, cela paraît presque logique. L'annonce n'était pas un point de départ, mais un aboutissement. Elle a rendu visible ce qui avait déjà été décidé en interne. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la dimension humaine de ce moment. Derrière chaque décision se cachent des personnes avec leur histoire, leurs attentes et leurs faiblesses. L'annonce a beau être formulée en termes purement commerciaux, son impact, lui, ne l'est jamais. J'ai essayé d'imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on réalise que son rôle construit et défendu pendant des années est soudainement remis en question. Dans un monde où l'humiliation est rarement reconnue ouvertement ici, elle se produit en catimini. Parallèlement, j'ai perçu cette décision comme étant également motivée par une réalité plus large. La monarchie subit depuis longtemps la pression de rester pertinente dans une société de plus en plus critique à l'égard du pouvoir héréditaire. Les jeunes générations se posent des questions différentes de celles de leurs parents et grands-parents. Elles veulent savoir ce qu'une institution apporte et pas seulement ce qu'elle représente. Cette annonce semblait être une réponse à ce changement de mentalité, même si elle manquait d'explications. J'ai remarqué que le ton du message ne laissait aucune place à la nostalgie, aucune référence au passé et à ce qui avait été construit ou enduré. L'accent était mis sur les besoins, sur ce qui convenait à l'époque. Cela tranche radicalement avec la rhétorique habituelle de la monarchie qui s'appuie souvent sur l'histoire et la tradition. Ici, la tradition était subordonnée à la fonctionnalité. Ce seul fait en dit long sur la gravité de la situation. Ce qui rend cette ouverture si passionnante, c'est qu'elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Qui sort véritablement gagnant et qui perd ? S'agit-il d'une correction temporaire ou du début d'un remaniement structurel ? Et peut-être la question la plus importante, la monarchie peut-elle maintenir ce changement de cap sans se fragiliser ? J'ai le sentiment que ce moment est censé poser les fondements de ce qui va suivre, mais tout fondement peut s'effondrer sous la pression. Pour moi, cette annonce marque le moment où la monarchie a cessé de faire comme si tout allait de soi. Elle a choisi d'agir plutôt que de réagir. C'est courageux, mais aussi risqué, car celui qui agit est responsable du résultat. Et ce résultat reste incertain. Ce qui est certain, c'est que cette décision est irrévocable. Le retour à l'ancien équilibre est impossible. En réfléchissant à tout cela, une pensée m'obsède. Il ne s'agit pas de l'histoire d'une seule personne ou d'un seul titre. C'est l'histoire d'une institution qui se repositionne dans un monde en perpétuelle mutation. Cette annonce a été la première fissure visible dans une façade en apparence inébranlable. Nul ne sait ce qui en émergera, mais je suis certain que quelque chose de nouveau verra le jour.
Ce n'est qu'après le choc initial que la véritable histoire a commencé à se dévoiler à mes yeux, la discrète restructuration du système royal qui a précédé cet événement. Quiconque pense que cette annonce est sortie de nulle part sous-estime la lenteur, mais aussi la détermination avec laquelle la monarchie agit. J'ai commencé à me pencher sur le passé et à reconnaître des schémas de petites décisions qui semblaient anodines à l'époque, mais qui prenaient désormais tout leur sens. J'avais l'impression de ne voir que le plan d'une maison en rénovation depuis des mois, tandis que ses habitants faisaient comme si de rien n'était. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'ampleur de la réforme. Il ne s'agit pas de quelques changements symboliques, mais d'une redistribution fondamentale des patronages, des présidences et des liens officiels avec des centaines d'organisations. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une réévaluation de ce que la monarchie considère comme important et plus important encore peut-être de ce qu'elle ne peut plus maintenir. À une époque où le nombre de membres actifs de la famille royale est plus faible que jamais, il fallait bien que quelqu'un prenne cette décision. Et c'est précisément ce qui s'est passé. J'ai examiné la logique de ces choix. Pendant des années, le système s'était fondé sur la quantité associée le plus grand nombre possible de noms royaux au plus grand nombre possible d'organismes caritatifs. Cela conférait prestige, visibilité et légitimité mutuelle. Mais cela coûtait aussi du temps, de l'énergie et de la crédibilité. Quelle crédibilité peut avoir un soutien dispersé entre des centaines d'organisations? La nouvelle orientation semblait claire, moins de noms, mais un engagement plus ciblé. Moins de noms, plus de substance. Cela paraît rationnel, mais les conséquences humaines ne peuvent être ignorées. Pour de nombreuses organisations, la perte du patronage royal a engendré non seulement de la déception, mais aussi de l'incertitude. J'ai réalisé à quel point certaines associations caritatives avaient lié leur identité à ce lien avec la royauté. C'était un gage de reconnaissance, une garantie d'attention. Le fait que ce patronage leur soit retiré parfois après plus d'un siècle a été vécu comme un rejet par beaucoup, même s'il était officiellement présenté comme une nécessité pratique. Une décision rationnelle peut-elle jamais être totalement détachée de l'émotion? Ce qui a rendu cette restructuration particulièrement délicate, c'est son résultat inégal. Certains se sont vus confier davantage de responsabilités, d'autres, moins, voire aucune. C'est inévitable, mais au sein d'une institution familiale, chaque changement est interprété personnellement. J'ai alors compris que cette révision n'était pas qu'un simple exercice d'organisation, mais aussi une épreuve de loyauté et d'adaptabilité, qui s'intègre au nouveau modèle et qui n'y a plus naturellement sa place. J'ai trouvé révélateur le langage employé pour évoquer ces changements. On parlait de charge de travail réaliste, de priorités modernes et de concentration. Ce sont des termes qu'on s'attendrait plutôt à trouver dans des rapports d'entreprise que dans des déclarations royales. Ils suggèrent un changement de mentalité. La monarchie ne se perçoit plus comme un symbole intouchable, mais comme une institution qui doit fonctionner dans le cadre de ses limites. Cette idée, à elle seule, est difficile à accepter pour certains. Dans le même temps, j'ai compris que cette réforme est aussi une forme de protection. En réduisant la taille et la transparence du système, la monarchie cherche à pérenniser son pouvoir. Moins de personnel signifie moins de risques de scandale, moins de troubles internes et un message plus clair à l'étranger. Mais cela signifie aussi que la pression sur ceux qui restent augmente considérablement. Moins de personnel, plus de travail. Est-ce viable à long terme? Ce qui me préoccupait, c'était de savoir qui était réellement à l'origine de cette réforme. Officiellement, tout se fait au nom du roi, mais des restructurations d'une telle ampleur sont rarement l'œuvre d'une seule personne. Elles sont le fruit de conseils d'analyse, de sondages et de considérations stratégiques. Le tableau qui se dessine est celui d'une monarchie qui s'appuie de plus en plus sur les données et l'opinion publique en plus de la tradition. C'est un changement discret mais profond. Je me suis aussi demandé dans quelle mesure le public suit consciemment cette transformation. De nombreux détails se perdent dans le flux quotidien des actualités. Mais les conséquences sont palpables, moins de figures emblématiques, des priorités différentes, de nouvelles orientations. La monarchie change de visage tout en conservant son nom et ses rituels. C'est ce qui rend cette phase si cruciale des changements à peine expliqués mais qui bouleverse ses fondements. Il m'est apparu clairement que cette partie de l'histoire s'articule autour d'un enjeu qui dépasse la simple question d'efficacité. Il s'agit de la manière dont une institution séculaire se redéfinit sans perdre sa légitimité. En supprimant le clientélisme et en concentrant les tâches, la monarchie privilégie la précision à l'étendue. C'est un pari risqué, car la précision peut être un atout, mais aussi un facteur de division. En considérant tout cela, je pressens que cette restructuration discrète engendrera inévitablement des frictions. Des personnes seront touchées, les attentes seront revues, à la baisse des certitudes seront ébranlées. Cela ne se fera pas sans conséquences. L'annonce n'était que la partie visible de l'iceberg. Le véritable impact réside dans les choix qui déterminent qui reste au centre et qui se retrouve marginalisé. Et c'est précisément là, dans ce changement, que se dessine la prochaine étape de cette histoire.
Alors que je tentais de comprendre cette transformation discrète, il m'est apparu de plus en plus clairement qui subissait le plus de pression face à tous ces changements. Tout semblait converger vers Camilla, non pas parce qu'elle prenait toutes les décisions, mais parce qu'elle était la plus visiblement affectée par un système en pleine mutation. J'ai constaté que son nom apparaissait de plus en plus souvent dans les discussions sur les limites, les compétences et la légitimité. Cela a fait d'elle le symbole d'un problème qui la dépassait largement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle le ton a changé à son sujet. Alors qu'elle était récemment présentée comme un pilier pour le nouveau roi, on a commencé à analyser son rôle en termes de contraintes et de pérennité. Son âge, sa santé et sa charge de travail étaient ouvertement abordés. Ce n'est pas déraisonnable en soi, mais au sein d'une monarchie longtemps fondée sur l'image d'un dévouement sans faille, cela sonnait comme une rupture. Je me suis demandé si cette conversation aurait jamais été aussi franche, si tout s'était déroulé sans accroc. Camilla se trouvait dans une situation exceptionnellement délicate. Elle était non seulement reine, mais aussi l'épouse d'un homme lui-même soumis à une pression immense. La conjugaison des attentes publiques et des responsabilités privées rendait son rôle doublement exigeant. Pourtant, ce sujet était rarement abordé dans les communications officielles. En apparence, elle conservait une image sévère et maîtrisée. Mais derrière cette façade, quelque chose commençait à la ronger. Chaque absence, chaque modification de son emploi du temps devenait un signal, un sujet de spéculation. J'ai constaté la rapidité avec laquelle ces signaux étaient perçus et amplifiés. À l'ère des réseaux sociaux, l'absence n'est jamais neutre. Elle est interprétée comme une faiblesse, un repli sur soi, voire un échec. Pour Camilla, cela signifiait que les limites humaines normales se transformaient en interrogations institutionnelles. Est-elle encore capable d'assumer cette responsabilité ? Est-elle la personne idéale pour ce poste ? Ce genre de questions en dit souvent plus long sur le système que sur la personne, mais elles finissent par l'atteindre. Ce qui a rendu cette période particulièrement douloureuse, c'est la comparaison constante avec le passé. L'image d'Élisabeth en monarque inflexible plane encore comme une ombre sur tout ce qui suit. Toute déviation par rapport à cette image est perçue comme une faiblesse. Camilla ne pouvait en aucun cas prétendre au titre de cette comparaison, les circonstances étant différentes. Pourtant, elle y a été soumise. Cela rend sa situation non seulement difficile mais aussi injuste. Aucun successeur ne peut jamais se hisser à la hauteur d'un idéal forgé par des décennies de stabilité exceptionnelle. Par ailleurs, l'argent a joué un rôle non négligeable. Les coûts des rénovations, l'augmentation des dépenses et les débats sur le financement public étaient tous liés à la visibilité. Or, ceux qui sont sous les projecteurs sont tenus responsables. Camilla, à tort ou à raison, est devenue le visage d'une institution qui devait rendre des comptes en ces temps de difficultés économiques. Le fait qu'elle n'ait aucun pouvoir sur les budgets n'a guère atténué cette responsabilité. Les symboles portent une responsabilité même lorsqu'ils ne la choisissent pas. J'ai commencé à comprendre que la frustration entourant Camilla n'était pas seulement personnelle mais aussi structurelle. Elle se trouvait au carrefour de l'ancien et du nouveau, trop jeune pour appartenir à l'histoire, trop âgée pour incarner l'avenir. Dans cette tension, son rôle est devenu insoutenable. Elle avait sa place mais cela n'allait plus de soi. Elle était nécessaire mais pas indispensable. C'est peut-être la position la plus ingrate qu'un monarque puisse occuper. Ce qui m'a frappé, c'est le peu de place accordée à la nuance. Le débat est vite devenu binaire, soit elle était pleinement fonctionnelle, soit elle devait céder. Cela laisse peu de place à l'humain. Or, c'est précisément là que les institutions modernes s'enlisent souvent. Elles veulent se réformer de manière rationnelle, mais oublient que les êtres humains ne sont pas des abstractions. Camilla est ainsi devenue la première victime concrète d'un processus nécessaire, mais brutal. Parallèlement, j'ai compris que cette pression découlait aussi d'un choix délibéré du palais. En redistribuant les responsabilités et en concentrant les tâches, on reconnaissait implicitement que chacun ne pouvait plus tout faire. C'est réaliste certes, mais aussi déstabilisant. Le rôle de Camilla s'est ainsi trouvé réduit à ce qu'elle pouvait gérer et représenter, et non plus à ce qu'elle symbolisait autrefois. Il s'agit là d'un changement fondamental dans la manière dont la valeur royale est mesurée. Je me demandais sans cesse comment elle vivait tout cela. Qu'est-ce que ça fait de passer de la confirmation au doute sans que personne ne le dise ouvertement ? Comment gérer un rôle qui évolue lentement sans date de fin précise ? Cette incertitude me semble plus pesante qu'une critique ouverte, car on peut répondre à la critique, mais le flou ronge. Pour moi, cette phase a clairement démontré que la situation de Camilla ne peut être dissociée de la réforme plus large. Elle incarne les tensions qui surgissent lorsqu'un ancien modèle est démantelé avant même que le nouveau ne soit pleinement instauré. Qu'elle obtienne ou non un poste permanent importe peut-être moins que ce que révèle son parcours. Même les plus hautes fonctions ne sont plus à l'abri d'une réévaluation. Et c'est précisément cette observation qui rend cette phase si déterminante pour la suite.
Alors que la pression s'intensifiait sur Camilla, je comprenais de mieux en mieux que sa situation s'inscrivait dans un mouvement plus vaste, l'érosion progressive des certitudes d'antan au sein de la monarchie. Il ne s'agissait pas d'une seule personne, mais de toute une génération de membres de la famille royale habitués à des rôles fixes, à des patronages à vie et à une présence incontestée. Ce monde semblait désormais disparaître presque silencieusement, et ce qui le remplaçait paraissait irréversible. Mon attention s'est portée sur des figures qui avaient œuvré dans l'ombre pendant des années, mais qui avaient toujours été des piliers inébranlables. Des personnes qui avaient consacré toute leur vie d'adulte à l'institution, souvent sans grande reconnaissance publique. Pour elles, cette réforme signifiait non seulement moins de travail, mais aussi une transformation de leur identité. Que reste-t-il lorsqu'un rôle qui a donné une direction pendant des décennies est peu à peu abandonné? J'ai songé à l'époque où l'on considérait comme allant de soi que certains titres et fonctions seraient conservés jusqu'à la fin. Le patronage militaire, les rôles cérémoniels, les apparitions régulières aux commémorations nationales, tout cela rythmait la vie royale. Désormais, ces fonctions étaient redistribuées, supprimées ou transmises discrètement, non par manque de respect, mais par nécessité. L'âge, la santé et un noyau plus restreint de membres actifs de la famille royale rendaient ces choix inévitables. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont cela s'est produit, sans cérémonie, sans adieu grandiose. L'ancien modèle ne s'est pas achevé avec honneur, mais avec efficacité. Cela paraît dur, mais peut-être aussi juste. Car comment célébrer la fin d'une ère sans éclipser la nouvelle ? Pourtant, je me demande si ce démantèlement discret ne laisse pas de cicatrices invisibles. On ne disparaît pas sans conséquence, même avec dignité. J'ai constaté que cette phase révélait également une évolution de la définition des valeurs au sein de la monarchie. Là où la loyauté et l'ancienneté étaient autrefois déterminantes, la visibilité et l'efficacité semblent désormais primer. C'est la conséquence logique d'une société qui mesure, compare et juge. Mais cela se heurte à une tradition qui privilégiait la continuité à la performance. Ce conflit est peut-être au cœur même de cette réforme. Le départ à la retraite des membres les plus âgés de la famille royale incarne une époque où le devoir était perçu comme une vocation à vie et non comme une mission temporaire. Leur départ marque la fin de cette conception. Un modèle émerge désormais où les rôles sont flexibles, évolutifs et contextuels. Ce modèle est plus moderne mais aussi plus froid. Il laisse moins de place aux sentiments. Je me demande si au final cela mènera à une plus grande clarté ou plutôt à un sentiment d'aliénation. Parallèlement, je constate que ce changement libère aussi de l'espace. En se libérant des structures rigides, on ouvre la voie à de nouvelles priorités, à de nouvelles voies. La monarchie se réduit, mais son influence se renforce. Moins de figures, plus de concentration. Cela peut amplifier le message à condition que le message reste clair. Mais cela accroît aussi la vulnérabilité. Quand tout repose sur un petit nombre de personnes, chaque problème prend instantanément des proportions démesurées. Ce qui m'a frappé, c'est le peu de résistance publique manifestée. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle se manifeste différemment. Le silence peut signifier consentement, mais aussi résignation. Pour beaucoup au sein du système, il semble évident que ce changement est inévitable. La question n'est plus de savoir s'il sera mis en œuvre, mais avec quelle dignité. Et c'est là que la monarchie semble encore chercher. J'ai commencé à comprendre que cette phase marque la transition d'un collectif héréditaire à une équipe fonctionnelle. Les liens de parenté n'impliquaient pas automatiquement le maintien en fonction. C'est une dure réalité, mais aussi plus honnête. L'institution ne peut plus se permettre d'attribuer un rôle à chacun uniquement en fonction de son lien de parenté. Cette prise de conscience rend la réforme rationnelle mais émotionnellement difficile. Cette section m'a fait comprendre que le changement le plus important ne se manifeste pas dans les annonces, mais dans les absences. Qui est parti ? Qui n'est plus mentionné, qui n'est plus programmé, ce sont les signes silencieux d'une restructuration systémique. Les certitudes d'antan disparaissent non pas dans un fracas, mais dans un soupir. Et c'est peut-être là le nœud du problème. La monarchie tourne la page sur un mode de fonctionnement qui l'a servi pendant des décennies, mais qui n'est plus adapté à notre époque. Ce qui la remplacera n'est pas encore clairement défini. Une chose est sûre, un retour en arrière est impossible. Le vide ainsi créé sera comblé. La seule question est de savoir par qui et à quel prix. À mesure que les certitudes d'antan s'effondraient, il m'apparaissait de plus en plus clairement qui supporterait le nouveau poids de ce système. Presque automatiquement, ce fardeau s'est reporté sur William et Catherine. Non par une décision formelle, mais par la simple logique de la visibilité et de la confiance. Dans une monarchie en déclin, seuls subsistent finalement ceux que le public accepte encore comme allant de soi. Et c'est précisément là que résidait leur plus grand atout et leur plus grand risque. J'ai constaté qu'en peu de temps, leur présence était perçue de manière radicalement différente. Là où l'on les considérait auparavant comme prometteurs, on les jugeait désormais comme des acteurs.
Chaque performance, chaque absence, chaque nuance de comportement prenait une importance démesurée. C'est une conséquence inévitable de la concentration du pouvoir. Moins d'acteurs signifie que chaque décision a plus de poids. Je me suis demandé si le palais était pleinement conscient de la pression que cela faisait peser sur une jeune famille. Pour William, ce changement représentait bien plus qu'une simple augmentation de ses responsabilités. Il l'a contraint à adopter une approche différente. Il ne pouvait plus se retrancher derrière son rôle d'héritier présomptif. Il est devenu une figure centrale et visible du fonctionnement de la monarchie. Cela implique des décisions à la fois symboliques et pratiques, gestion des ressources, représentation internationale, positionnement moral. Chacun de ces domaines requiert cohérence et clarté. Ce qui m'a frappé, c'est la prudence, voire la retenue avec laquelle William abordait cette responsabilité. Pas de grandes déclarations, pas d'affirmations péremptoires. On pourrait y voir de l'incertitude, mais j'y vois plutôt une stratégie. En évitant toute exagération, il préserve ses attentes de toute illusion. À une époque où les erreurs sont impitoyablement amplifiées, la modestie peut être une forme d'autoprotection. Le rôle de Catherine s'est avéré encore plus crucial durant cette période. Elle n'est pas seulement une partenaire, mais aussi un facteur de stabilité. Sa présence adoucit les aspérités de cette concentration de pouvoir. Je constate comment son engagement envers les enfants, l'éducation et la santé mentale contrebalance le poids des institutions qui pèsent sur eux. Elle incarne une dimension humaine dont la monarchie a cruellement besoin. Ce qui me frappe le plus, c'est que son influence est rarement explicitement mentionnée. Elle n'a pas besoin de revendiquer son rôle, il lui est attribué. C'est un signe de confiance. On l'aperçoit comme une personne qui ne domine pas l'institution, mais qui la porte. Pourtant, cette confiance est fragile. Elle repose sur la constance de ses actes, non sur des promesses. Et la constance est difficile à maintenir lorsque la pression s'accentue. J'ai commencé à comprendre que William et Catherine fonctionnent non seulement comme des individus, mais aussi comme un écran de projection. Le public projette sur eux espoir, désir et frustration. C'est dangereux, car lorsque les attentes sont trop élevées, la déception est inévitable. La monarchie semble en être consciente et tente donc de modérer le rythme ni trop vite ni trop fort. Mais le monde extérieur ne dicte pas toujours la marche à suivre. Avec le départ des autres membres actifs de la famille royale, leur sphère de responsabilité s'est également élargie. Les tâches auparavant réparties ont été regroupées. Cela accroît leur visibilité, mais aussi leur vulnérabilité. Un seul faux pas est désormais plus difficile à encaisser. Le système dispose de moins de marge de manœuvre. C'est ce qui rend cette phase si précaire. Le succès renforce considérablement leur position, mais l'échec aurait des conséquences systémiques immédiates. Ce qui me frappe aussi, c'est la façon dont leur vie de famille s'est intégrée au récit public. Non pas pour faire sensation, mais comme preuve de normalité. C'est un choix délibéré, je crois. En montrant la famille de manière visible mais maîtrisée, ils créent un lien avec le quotidien de nombreuses personnes. Parallèlement, je m'interroge sur la protection réelle que cela offre à leurs enfants. L'histoire montre que l'attention médiatique est rarement sans conséquences. Pour moi, ce passage montre clairement que William et Catherine ne sont pas de simples successeurs. Ils sont devenus le fondement sur lequel repose la monarchie réformée. C'est une responsabilité immense pour des personnes qui ne l'ont jamais explicitement choisi. Ils y sont parvenus progressivement, étape par étape. Mais le moment semble désormais venu où grandir se transforme en porter le fardeau. Une question demeure, ce soutien est-il suffisamment solide pour résister à une pression prolongée ? Un partenariat unique peut-il garantir la stabilité d'une institution qui depuis des siècles s'appuie sur l'envergure et la diversification ? La réponse ne réside pas dans les intentions mais dans la persévérance. Et c'est précisément ce qui déterminera dans les années à venir si cette réforme perdurera ou ne sera qu'une étape transitoire d'une transformation bien plus profonde. En reliant les différents éléments, je constate qu'une monarchie ne peut plus se permettre de stagner. Ce qui n'était au départ qu'une série d'ajustements pratiques est devenu une transition fondamentale. Non pas une révolution, mais une réorientation palpable. La couronne demeure, mais sa signification se transforme, et c'est là que réside à la fois sa plus grande opportunité et son plus grand risque. Ce qui me frappe le plus, c'est que cette transition n'est pas motivée par l'idéalisme, mais par la nécessité. La diminution du nombre de membres actifs de la famille royale, l'évolution des attentes du public, les pressions économiques et un climat médiatique impitoyable contraignent l'institution à faire des choix impensables par le passé. La monarchie ne se contente plus de réagir aux événements, elle les anticipe. C'est une nouveauté. Et toute nouveauté au sein d'un système aussi ancien suscite des résistances. Je comprends comment cette réforme oblige la monarchie à repenser son rapport au pouvoir. Le pouvoir n'est plus automatiquement acquis de par la lignée, mais doit être légitimé par les actes. C'est une dure leçon pour une institution héréditaire. Mais peut-être aussi une leçon nécessaire. Car à une époque où la confiance est rare, seule la cohérence peut la restaurer. Guillaume et Catherine incarnent désormais cette tentative.
non pas comme des solutions parfaites, mais comme des solutions viables. Pourtant, l'issue reste incertaine. Une monarchie plus restreinte est plus efficace, mais aussi plus vulnérable. Lorsque tout repose sur un nombre limité de personnes, les circonstances personnelles deviennent automatiquement des problèmes institutionnels. La santé, la vie privée, les fautes publiques, tout prend une importance accrue. Cela exige de la résilience non seulement de la part des individus, mais aussi du système lui-même. La question est de savoir si cette résilience est suffisamment développée. Ce qui me donne espoir, c'est l'absence de triomphe. Pas de célébration, pas d'ostentation. Cela suggère un sens des responsabilités, comme si l'on comprenait qu'il ne s'agit pas d'une victoire, mais d'un compromis nécessaire. La monarchie tente de préserver sa pertinence sans se renier. C'est un exercice d'équilibriste, et le moindre faux pas est visible. Mais l'inaction aurait été un risque bien plus grand. Je pense aussi aux personnes touchées par cette transition ou marginalisées. Leurs histoires seront rarement au centre du débat, mais elles représentent le prix silencieux de la réforme. La sincérité avec laquelle ce prix sera reconnu en dira long sur la solidité morale du nouveau modèle. L'innovation sans empathie perd rapidement son soutien. L'innovation accompagnée de reconnaissance peut au contraire créer l'unité. Pour l'avenir, je ne vois pas de point d'arrivée fixe, mais une trajectoire. La monarchie traverse une phase de redéfinition de son sens non seulement auprès du public, mais aussi en son sein. Que signifie le devoir aujourd'hui ? À quoi ressemble le service public à l'ère de la critique et de la transparence ? Et quelle distance est nécessaire pour préserver la dignité sans créer d'aliénation ? Autant de questions qui ne trouveront pas de réponse en un seul mandat. Je m'attends à ce que les années à venir soient marquées par la prudence et l'expérimentation. Des progrès modestes, des signaux discrets, des ajustements au besoin. Pas de grandes déclarations, mais des actes éloquents. Si cette stratégie s'avère payante, la monarchie pourra trouver une forme adaptée à son époque sans perdre son essence. Dans le cas contraire, les critiques seront acerbes. Je terminerai par une question ouverte. Voyez-vous ces changements comme une évolution nécessaire ou comme le début d'une érosion de la tradition ? Sommes-nous convaincus qu'une maison royale, plus petite et plus humaine, est plus forte, ou regrettons-nous l'ancien idéal d'inviolabilité ? Partagez vos réflexions, posez des questions complémentaires et continuez à suivre ce processus avec un regard critique. Merci de votre lecture et de votre participation. Si cet article vous a donné matière à réflexion, je vous invite à poursuivre votre lecture, à réagir et à participer à la discussion. Car l'avenir de la monarchie se jouera non seulement au sein du palais, mais aussi au-delà selon la façon dont nous continuerons